Je vous souhaite la bienvenue au nom du centre, bien entendu, mais aussi du président de l'Université de Lorraine, Pierre Mutzenart, qui évidemment aurait été ravi d'être parmi nous, mais qui, vu ses fonctions, ne peut pas être là ce matin. Et puis, je remercie tout de suite d'emblée Jeanne Glesner de l'Université de Luxembourg, du centre IPSE, voilà, avec laquelle nous collaborons depuis un certain nombre d'années et qui organise avec Carole Bizenius cette manifestation. Elles ont eu d'ailleurs l'occasion de travailler à plusieurs reprises ensemble dans des opérations liées au littéraire au sens large, en particulier dans le cadre d'une opération qui s'appelait Rési Créa Média, sur les résidences d'auteurs, en clair c'est ce que ça veut dire, un très très beau programme qui a duré plusieurs années, auquel déjà plusieurs d'entre vous ont participé, qui a donné lieu à un film qui permet de bien valoriser cette opération. C'est très important pour nous, la question de l'extériorisation des résultats de recherche en dehors vraiment de la sphère académique. Et puis dans la foulée, parmi d'autres opérations, il y en a une importante qui nous réunit aujourd'hui, qui s'appelle l'Obslit, l'Observatoire du milieu littéraire franco-luxembourgeois, création littéraire et médiation transfrontalière, donc tout un programme qui est extrêmement original, qui est ancré, vous vous en doutez, dans le transfrontalier et qui a un côté assez unique dans le paysage académique. Donc je suis vraiment ravi d'ouvrir ces 2 journées de travail autour de cette thématique qui entre parfaitement bien dans les activités de notre unité de recherche. Alors 2 mots sur cette unité de recherche, je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais on ne réinvente pas l'eau chaude et l'organisation de l'unité toutes les semaines, donc voilà, je vais aller très vite. Ce qui nous unit, c'est la question de la médiation au sens large, c'est-à-dire la manière dont des processus se mettent en place ou sont mis en place pour organiser grosso modo des constructions de sens, c'est un peu ça. Et le laboratoire est pluridisciplinaire, nous sommes environ 80 chercheurs titulaires, il y a une centaine de doctorants, des associés, une forte équipe administrative qui s'appelle le service d'administration et d'appui à la recherche, le SARA, et que je remercie là aussi parce que si nous sommes bien accueillis et si les choses vont bien, au moins sur le plan administratif, sur le plan scientifique, on verra à l'issue des 2 journées, mais c'est grâce à nos collègues du SARA qui veillent sur tous les détails et auxquels vous pouvez vous adresser d'ailleurs si vous rencontrez le moindre problème logistique. Voilà, donc merci à elle. Alors, oui, voilà, sur le plan quantitatif, sur le plan organisationnel et nos thématiques, il y a 4 équipes qui cohabitent et coopèrent tout à la fois au sein de l'unité. Une première sur les technologies de l'information et de la communication qui s'appelle Pixel. Une deuxième qui travaille sur les pratiques d'information et de communication qui s'appelle Praxis. Une troisième sur langue, texte, discours qui s'appelle Praxitexte. Et enfin une quatrième qui s'appelle Praxitel, dont la co-responsable est Carole, qui travaille sur les arts, la culture et la médiation. Donc voilà. Alors on le dit, et vous le sentez d'emblée, il y a une coopération entre ce qui concerne les arts et la culture, évidemment l'analyse des textes et des discours. Un objet comme le vôtre, naturellement, s'y prête. Et ça s'y prête fort bien parce que nous avons un programme pluriannuel qui dure 5 ans autour d'une thématique sur laquelle nous contribuons tous, quelles que soient nos disciplines. Il y a 11 disciplines dans l'unité de recherche, donc les angles d'approche sont très variés, qui s'appelle narration de la société, société de la narration. Une espèce de tension un peu bourdieusienne dans la formulation, comme on en a fait beaucoup, mais au-delà du jeu de mots, c'est un vrai programme scientifique qui se décline, et cette manière d'ajuster en quelque sorte le littéraire, le social et le territoire est la résultante de cette cohabitation dont je parlais tout à l'heure et de cette mise en commun d'un certain nombre d'idées et de projets scientifiques. Je crois que ça c'est très important. Donc pour nous, les 2 jours que nous allons vivre là maintenant constituent une étape importante du développement de ce programme quinquennal, non pas à la mode soviétique mais à la mode lotharingienne, donc prometteur et démocratique, et qui nous permettra d'avancer scientifiquement. Nous en sommes à peu près sûrs. Alors, là, ce qui est vraiment intéressant, c'est la formulation du titre, naturellement. Narration octoriale dans l'espace public, comment penser et raconter l'auteur. Bon, finalement, pris isolément,
chacune des expressions ou certaines portions de l'interrogation ont déjà été traitées, mais rassemblées sous cette forme, pas vraiment. Je crois que là, l'idée de la narration octoriale, ça fait un peu abscon pour un public qui serait extérieur au monde académique, mais ça a quand même beaucoup de sens. Le rapport à l'espace public qui n'est pas seulement l'espace littéraire, mais quelque chose qui va au-delà, là je crois que c'est une véritable avancée. Et il nous semble que dans les disciplines académiques telles qu'elles sont constituées en France, sur le plan littéraire, c'est une avancée, parce qu'on a quand même encore parfois un tropisme classique dans l'approche de la littérature. Là, on a en quelque sorte sociologisé l'approche et avec d'une façon très pertinente et non dogmatique. Et la question de l'espace public ici renvoie pas seulement à Bergmas, mais à quelque chose de plus large, qui d'ailleurs prend aussi son sens avec une modification du paysage dans sa composante technologique, c'est-à-dire l'intrusion ou plus que l'émergence maintenant, le règne parfois de ce que l'on appelle les technologies de l'information et de la communication, qui créent des dispositifs ou qui nous permettent de créer des dispositifs un peu particuliers, on y reviendra. Donc la question comment penser et raconter l'auteur, finalement qui est bien petite sur l'affiche, est déterminante dans la manière justement d'avancer. Donc au fond, comment penser et raconter l'auteur, c'est la question centrale. Elle se pose, et c'est ce qui me semble très intéressant dans l'approche qui est la vôtre, à la fois à vous qui êtes chercheurs et chercheuses, donc c'est une question de recherche en tant que telle, mais c'est une question aussi qui se pose aux auteurs en tant que tels. Donc il y a la cohabitation, là encore, ou la rencontre fertile de deux types d'interrogations qui proviennent de deux univers différents. Ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et alors, ce qui est d'autant plus passionnant dans le cas qui est le nôtre, c'est qu'il y a une forte dimension internationale. Là, je crois que à la fois la question du comparatisme devrait être reposée sur un mode non positiviste, mais quelque chose comme une heuristique permettant vraiment d'aller plus loin dans la compréhension fine des phénomènes que nous nous proposons d'analyser. Ici, on l'a évidemment avec la collaboration avec IPSE et Luxembourg, on l'a avec l'Allemagne, on l'a avec la Roumanie, on l'a avec des organismes aussi non académiques de différents pays qui sont représentés ici, ce qui veut dire que de la dimension internationale, en quelque sorte, vous passez, si j'ose l'expression, à une dimension interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les professionnels de la recherche et de la recherche focalisée sur les questions littéraires au sens large, et les professionnels de la littérature et du livre, qui se rencontrent. Ces espaces ne sont pas si fréquents que cela. Et dialoguer pendant 2 jours paisiblement, ça va permettre là encore d'avancer. Alors évidemment, le risque, c'est celui que j'assume, c'est d'être interminable. Donc, vous voyez, de l'international à l'interprofessionnel, il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'interminable. Donc, je vais dire juste quelques petits mots sur la manière dont le programme est composé. Il me semble animé par un certain nombre de tensions extrêmement productives. Alors, au-delà de la dimension internationale et que je viens de souligner là maintenant, je trouve que l'articulation que vous opérez entre ce qui est le territoire, qui est un terme qui revient, mais qui est investi d'un nouveau sens aujourd'hui, la dimension nationale et la dimension internationale, pour le coup, constitue une tension extrêmement intéressante. Il y a des jeux d'échelle à l'intérieur d'un phénomène qui est celui ou de l'hyper-régionalisation, de l'hyper-localisation, ou de l'internationalisation, voire de la globalisation. Donc, je ne tomberai pas dans le jeu de mots facile du glocal qu'on entend beaucoup, globalisation, localisation, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre qui agite le monde sur lequel vous travaillez. Un autre point qui me semble aussi en tension et qui devrait être très productif, c'est la question de l'identité, des identités telles que vous l'avez posée, et en tension avec cette fonction symbolique de l'écrivain. Ce qui veut dire que là, on revisite aussi 2 concepts qui
parfois ont été utilisés n'importe comment. Enfin, le concept d'identité, je renvoie évidemment au petit livre, mais grand livre sur le plan de la pensée de Nathalie Hennig sur les identités, ce que n'est pas l'identité. Je trouve que là, il y a des croisements tout à fait féconds entre cette définition par la négative, ce que vous-même vous mettez en œuvre, et les résultats auxquels peut-être vous parviendrez demain soir. Et sur la fonction symbolique, là, je trouve que ça reste entier. C'est-à-dire que autant il y a des avancées sur la question de l'identité liées à des préoccupations d'ordre sociopolitique, autant sur la question du symbolique, y compris dans le champ littéraire, il y a peut-être des choses à travailler qui vont au-delà et qui pourtant sont très liées à la question de la consécration que vous allez aborder ici. Enfin, le cas du prix Nobel, évidemment, étant tout à fait emblématique de ce type de préoccupation. Et puis, il y a également, je trouve, un point qui, pendant un temps, a été classique, si je puis dire, et qui a constitué un axe majeur de l'une des équipes de notre unité de recherche, qui est Praxitext. Auparavant existait une unité de recherche qui s'appelait le CELTED, le Centre d'études littéraires des textes et des discours, et qui était porteur, et nous en sommes les héritiers, nous en sommes toujours les porteurs d'une revue qui s'appelle Pratique, dont on a fêté il y a quelque temps les 40 années d'existence, et on va retravailler sur cette question et sur les apports de Pratique au mois de juin. Et quelle était l'ambition, une des ambitions de cette revue, et d'André Petitjean qui est dans cette salle, et de Raymond Michel ici, qui ont été des animateurs et qui sont encore des animateurs extrêmement importants de la revue, c'est de penser le rapport entre l'institution littéraire et l'institution scolaire. Et là, cette question qui débouche aussi sur la question de la didactique à un moment ou à un autre est une question délaissée. Il me semble que c'est invoqué, on va retrouver ça dans les discours sur les programmes, dans les différentes réformes ministérielles qui ne manquent pas de se suivre les unes les autres, mais pour autant, y a-t-il une avancée sur les modalités d'apprentissage du rapport au littéraire via la narration et l'auteur? Pas sûr. Il me semble qu'un des points sur lesquels vous auriez intérêt à vous pencher pour la suite de votre travail, c'est justement l'approfondissement de cette question du rapport entre institutions scolaires et institutions littéraires. Et puis, on l'a dit, un autre élément fort de tension dans votre programme, tension au sens positif, naturellement, c'est le rapport entre profession, vocation. Là, on retrouve une distinction classique qu'on a chez Weber, bien entendu, le métier comme vocation, beruf. Bon. Et là aussi, je pense que c'est une manière de reprendre à nouveau frais la question de la professionnalisation ou non du métier d'écrivain. Je crois que là, par le biais de la narration et de la narration de soi en tant qu'écrivain, on voit très bien comment se constitue une identité et, pour reprendre une approche qui est plus celle qu'on connaît dans la sociologie des professions sous l'angle interactionniste, comment se construisent des carrières. Voilà. Et alors là, je crois qu'on y est pleinement, et du coup, associer à la fois la question du métier, de la vocation, de la carrière, sous un angle stratégique, puisque ça revient à plusieurs reprises dans les intitulés proposés par les uns et les autres, je crois que c'est une façon aussi de reprendre la question de l'auteur et du littéraire sous un angle qui est inhabituel, au moins en France, et qui, j'en suis certain, éclairera de façon productive les questions que vous posez, c'est-à-dire les narrations autoriales dans l'espace public, parce qu'il n'y a pas de carrière sans qu'on s'y situe à un moment ou un autre, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc ça, c'est un point aussi qu'on touche par la question de la consécration, mais pas seulement. Et ça vous permettra de penser, avec les deux angles que nous avons, celui des professionnels du secteur, celui des professionnels de la recherche, cette question fameuse, comment penser et raconter l'auteur. Voilà, donc on va, je pense, sans plus attendre, entrer dans la phase 1 de l'opération, c'est-à-dire la fin du discours interminable et le début de la première séquence. Ah non, c'est toi qui ensuite donne les attendus scientifiques Exactement. de la manifestation. Nous sommes partagés le travail avec Jeanne. Et Jeanne, voilà. Nous allons articuler les choses en deux temps. D'abord, peut-être effectivement essayer de situer le colloque dans le cadre du programme scientifique qui nous occupe pendant 3 ans. Et puis ensuite, Jeanne va nous proposer de cibler plus spécifiquement sur les problématiques du colloque, bien sûr. Alors, c'est vrai que Jacques l'a rappelé, mais de par notre spécificité territoriale, le projet a été d'emblée pensé comme ça, donc dans le cadre de la grande région, qui est cette zone géographique qui inclut à la fois la Lorraine, le Luxembourg, l'Allemagne et la France.
et qui est un vrai modèle précurseur de coopération, me semble-t-il. Donc on peut dire qu'au départ, il y avait déjà un cadre institutionnel et géographique, une évidence, si je puis dire, celle des interactions plus particulières entre la France et le Luxembourg, afin de saisir, je dirais, comme le disait très bien l'historien Jean-Marc Besse, ce qu'on appelle l'espace ondologique, c'est-à-dire l'espace vécu, l'espace pratiqué et l'espace raconté. On revient à notre question de la narration. Alors, malgré les différences entre la France et le Luxembourg, me semble-t-il, l'enjeu ici est de comprendre justement, dans une démarche, on l'a dit, comparative et constructive, le milieu littéraire sur les deux territoires. À la fois à travers les pratiques, évidemment, des écrivains, mais également des professionnels du monde du livre. Alors, en termes de contexte, et ça marche, donc c'est très bien. L'idée aussi, c'était qu'on était dans un moment un petit peu particulier, à la fois pour la France et le Luxembourg, puisqu'on était en plein bouleversement territorial avec la recomposition des régions au niveau français et des interrogations sur les politiques culturelles à mener, en tout cas pour les différents ministères. Et puis de l'autre côté, c'est vrai, du côté luxembourgeois, une vraie réflexion aussi avec les assises culturelle à Luxembourg sur un plan national. Donc il y avait une sorte d'impulsion, en tout cas, qui était donnée et qui ont été un vrai ferment du programme de recherche. Donc c'est vraiment cette idée-là sur quel type de politique culturelle. Alors évidemment, on est dans l'industrie du livre, qui est, comme je le rappelle, selon la charte de l'UNESCO, une industrie créative et culturelle, avec comme objectif le développement, la production, la promotion, bien sûr, de l'objet livre. Donc ça, c'était aussi un élément essentiel. Une coopération, on l'a dit, scientifique et culturelle, avec tout d'abord au départ un contrat de recherche donc, remporté par le CREM, avec le ministère de la Culture et donc la DRAC région Grand Est, dans le cadre donc, de l'équipe Praxitel que signalait Jacques à l'instant. Et puis d'emblée, une collaboration évidente de par des liens anciens et le soutien très très rapide de l'Université de Luxembourg, puis du ministère de la Culture du Grand-Duché du Luxembourg. Donc voilà, ces interactions, elles sont vives et effectives. Alors, l'objet de cette coopération, bien sûr, on l'a dit, ça vise à analyser d'abord le milieu littéraire, d'où le nom de l'observatoire. Et qu'est-ce qu'on a voulu cibler ici? C'est effectivement les différentes strates de cet écosystème qui nous semblait important, c'est-à-dire du producteur au consommateur, en passant également par les modes de diffusion et de publication, pour essayer de voir effectivement les différentes interactions à travers cette démarche un peu scalaire, si je puis dire. Donc le terme de milieu, ça aussi, ça a été une interrogation. Est-ce qu'on l'utilisait bien pour cet observatoire? Et il nous a semblé important. Alors évidemment parce qu'il renvoie aussi à la théorie du champ de Bourdieu, certes, mais c'était peut-être dans sa dimension plus écologique qu'il nous intéressait, donc une approche plutôt biologique dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qu'un observatoire en sciences humaines et sociales? Un petit point rapidement qu'on va décliner ici. D'abord, l'intérêt de cet observatoire, c'est un instrument de recherche et de communication. Un espace connecté, on va y revenir dans la suite de l'exposé, mais en tout cas de favoriser en effet de nouvelles circulations entre objets d'études, savoirs et les différents publics que nous avons ciblés. C'était aussi l'objet d'une collaboration un petit peu différente, donc un noyau entre à la fois l'Université de Lorraine et l'Université de Luxembourg, mais ensuite nous avons migré sur le territoire et nous avons intégré des collègues de Nantes qui sont venus comme ça renforcer l'équipe de recherche. Ensuite, un observatoire, c'est aussi un modèle méthodologique centré sur l'enquête de terrain. L'enjeu aussi, et Jacques le rappelait, c'est peut-être de travailler le territoire en sortant de nos ouvrages et de nos livres et d'avoir une véritable interaction sociétale. Donc nous allons mettre en place, dans le cadre d'Obslit, deux grands entretiens, si je puis dire, deux enquêtes importantes. Donc tout d'abord une enquête plutôt qualitative, puisque nous avons listé un certain nombre d'entretiens d'auteurs à réaliser sur les deux territoires pour justement interroger les narrations auctoriales et les pratiques professionnelles. Donc ça nous permettra comme ça, dans la comparaison, d'avoir des données. Et puis ensuite, à l'initiative de deux de nos collègues
plus spécialisés en didactique, une enquête cette fois quantitative qui est réalisée dans des lycées luxembourgeois et lorrains sur les représentations littéraires des élèves pour essayer d'affiner un certain nombre de données également. Enfin, évidemment, un observatoire, dernier enjeu, c'est un dispositif communicationnel qui cherche à rendre visibles des pratiques, des publics et des usages, donc une publicisation de la recherche. Nous avons donc souhaité mettre en place un site internet qui est bientôt en phase de finalisation, que nous allons pouvoir vous dévoiler prochainement, qui va à la fois être effectivement un support organisationnel, puisqu'on organise aussi bien des colloques, des journées professionnelles, etc. Et puis donner une visibilité, en tout cas transfrontalière, de la littérature sur différents territoires. Les enjeux, on peut le rappeler très rapidement, hein, clairement. Donc, vous l'avez compris, c'est cette interaction entre niveau national, transfrontalier et international. Le fait que ce thème n'a jamais été véritablement traité dans une dimension interdisciplinaire, en tout cas, à la fois avec les cycles, la littérature, la sociologie, la nature de son territoire, je n'y reviendrai pas, et puis également dans une démarche participative, puisqu'on souhaite vraiment inclure à nos réflexions les acteurs du terrain. Alors, pour très rapidement, hein, nous avons souhaité articuler nos travaux autour de 3 pôles. Donc, tout d'abord, identifier les échanges transfrontaliers et européens. Donc, vous l'avez compris, à la fois la dimension littéraire, scientifique et professionnelle, bien sûr, et tout ce qui peut favoriser, ou en tout cas sensibiliser les publics à la question du rayonnement de la littérature. Alors là aussi, il y avait une demande très forte en fait du milieu, que ça soit du côté français ou luxembourgeois, des auteurs. Vous le verrez d'ailleurs dans la table ronde que nous allons mettre en place cet après-midi. Je n'y reviens pas parce que Jeanne va en parler. Mais en tout cas, il y avait une attente, une réflexion sur le statut de l'auteur qui actuellement agite la presse, avec notamment les réformes européennes au niveau du droit des auteurs. Donc je n'y reviens pas. Et puis l'envie de mélanger à la fois colloques, entretiens, publications, avec différentes instances transfrontalières. Enfin, et pourquoi pas dans un temps suivant d'Obslit, on pense peut-être déjà à la suite à présent, c'est même si on l'a fait, donc créer un réseau de recherche pluridisciplinaire, l'idée aussi serait bien évidemment, pourquoi pas, de mettre en place une suite d'Obslit qui aurait une vraie dimension européenne ou internationale, donc de poursuivre ce travail du milieu sur peut-être d'autres pays ou d'autres territoires dans un futur plus ou moins proche. Alors, le programme s'articule autour de 3 axes que nous avons sélectionnés. Donc, tout d'abord, effectivement, le monde du livre. Donc là, on va travailler plus spécifiquement sur un certain nombre de données que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc on revenait aux interrogations autour du métier d'écrivain, des narrations, du statut professionnel, quel type d'outils on peut mettre en place. Important aussi, c'est remonté de la première journée professionnelle que nous avons pu organiser à Luxembourg, de nombreuses questions au niveau du paysage éditorial, les difficultés peut-être de communication, d'approvisionnement, de diffusion des différentes langues, notamment pour le Luxembourg, un panorama des différents lieux institutionnels propres au livre et bien sûr les politiques culturelles. Un deuxième pôle très important qui a été souligné par Jacques dans le cadre de son introduction, c'est évidemment la question de l'institution scolaire et du milieu littéraire par rapport à l'école. Donc là, comment on enseigne la littérature à l'école? Pourquoi? Quelles sont les attentes, les représentations, les types d'activités qui peuvent être amenées en classe et en même temps les pratiques littéraires des élèves, d'où l'enquête que nous évoquions tout à l'heure. Enfin, je reviens à ma question de territoire. Ici, c'est la littérature hors du livre. Donc, c'est un aspect qu'on avait pu un peu développer déjà dans le cadre du programme Resicrea Media sur les résidences d'auteurs. Donc, c'est cette exportation, cette façon de faire de la littérature hors du livre, à proprement parler. Donc, par le biais de différentes manifestations littéraires, donc à lister de chaque côté de la frontière, les résidences, bien sûr, en termes de médiation, tout ce qui concerne les spectacles, les performances autour du livre.
les expositions, bien sûr. On s'intéresse également à la question de l'espace public, comment la littérature se déploie aussi dans le cadre de bistrots, de scènes littéraires un petit peu différentes. Et puis, bien sûr, les maisons d'écrivains, la question de la promenade et du patrimoine littéraire qui nous semblait véritablement intéressant. Et je cède d'emblée la parole à Jeanne pour la dernière partie. Oui, bonjour, bienvenue à tous aussi de ma part. Et j'ai donc le plaisir de revenir un peu, de poser très brièvement le cadre, le sujet aussi de notre problématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc l'année 2018, mes collègues viennent de l'évoquer, déjà le monde du livre se trouve vraiment dans une période de profonde mutation. Et l'année 2018 a été marquée, vous le savez peut-être, au niveau mondial par la consultation lancée par l'UNESCO sur les politiques et les mesures prises pour soutenir justement les droits économiques et sociaux des artistes. Et là, c'est encore quelque chose sur quoi on va revenir lors de la table ronde cet après-midi. En 2019, le débat se poursuit au niveau européen par le biais des polémiques et tensions portant sur la directive du Parlement relative aux droits d'auteur. Et heureusement, ces polémiques surtout n'ont pas empêché les institutions communautaires de parvenir à un compromis sur la directive reformant justement le droit d'auteur dans l'Union. On assiste donc à de multiples narrations en fonction des intervenants, que ce soit des journalistes, des écrivains ou des politiques, mais aussi au niveau donc, des prises de décision. En France, on témoigne en France l'émergence des mouvements Péturn'auteurs et auteurs en colère, ou encore la création de la Ligue des professionnels, des auteurs professionnels, dont nous aurons d'ailleurs l'occasion d'accueillir la présidente cet après-midi. Des initiatives donc qui ont comme objectif de sauvegarder le métier et d'améliorer les conditions de création de tous les auteurs. Au Luxembourg, Carole vient déjà de l'évoquer, ces questions sont débattues dans le cadre du programme de développement culturel présenté par le ministère de la Culture l'année dernière. Remédier à la précarité des artistes ou de l'artiste est un des grands objectifs du programme qui précise que dans un climat culturel en mutation et en interaction intense avec les disruptions amenées par des rapides et influents progrès technologiques, le cadre culturel doit placer l'artiste au centre des préoccupations et tenir compte justement de sa précarité. Voilà, on vient maintenant de parler un peu du Luxembourg et aussi donc de la France, mais je suis sûre qu'en marge peut-être des discussions qu'on aura suite aux interventions, on aura aussi, enfin je le souhaite aussi, la possibilité de parler justement de la situation des écrivains, des artistes en Allemagne, en Roumanie, mais aussi la situation des écrivains justement en Inde. Donc, cette mobilisation et les discours qui en découlent nous renvoient à la question du positionnement des écrivains de la société contemporaine et aussi à la façon dont l'autorialité se raconte. Plus spécifiquement, donc, la question est de savoir, au niveau identitaire d'abord, comment se définir et se protéger en tant qu'auteur. Au niveau symbolique, comment être reconnu, comment se positionner, et au niveau du pouvoir, comment gérer au mieux les rapports de force au sein du milieu littéraire. Donc notre colloque international est aussi justement l'occasion, M. Walter vient de le souligner encore, et ce, dans la continuité des travaux menés en sociologie et en littérature notamment, la notion d'autorialité, afin de montrer comment la fonction d'auteur se caractérise par une mise en scène, des postures et une stratégie, c'est-à-dire une façon d'occuper une position en fonction de divers processus de création et de marqueurs institutionnels. Donc de cette problématique cadre se dégagent plusieurs lignes d'interrogation. Comment l'auteur est-il modélisé ? Quelle représentation de l'auteur et de la littérature émane des narrations actuelles ? Quel impact sur le milieu littéraire ? Comment les formes de médiation de la littérature contemporaine peuvent-elles permettre au public de créer du lien avec l'écrivain et d'entrer dans la culture ? Donc notre colloque se propose d'étudier la problématique de l'autorialité sous 3 grands axes: les postures auctoriales dans l'espace public, les figures de l'auteur à l'école et les mises en scène de l'auteur dans les territoires.
Pour le premier axe, donc les postures octoriales dans l'espace public, la question majeure sera quels sont les discours des institutions sur les auteurs et les postures octoriales des écrivains face aux institutions. Quant à la figure de l'auteur à l'école, la question sera vraiment de savoir et de voir aussi comment, au sein de l'école, la jeunesse peut-elle, à partir de l'octorialité, construire la littérature et la pratiquer. Et enfin, pour le troisième axe, pour la mise en scène de l'auteur et des territoires, il s'agit vraiment de savoir comment, entre ethos et scénographie octoriale et imaginaire social, comment se construisent les représentations de l'auteur sur les territoires et selon quelle visée. Donc à ces questions, on ne pourrait répondre de façon satisfaisante si on les analysait uniquement dans une perspective monodisciplinaire. On vient de l'évoquer justement. L'approche du colloque et aussi du projet s'inscrit dans la ligne des études théoriques et empiriques qui ont su dépasser le cap de la séparation entre texte et contexte et dont l'approche interdisciplinaire réunissant donc méthodes et concepts des études littéraires, de la sociologie de la littérature, de la science de l'information et de communication, des sciences de l'éducation et de didactique, ont pu montrer à quel point les aspects textuels et contextuels de la production littéraire définissent en premier lieu la position de l'écrivain dans l'espace littéraire. Ces études aussi, et notre approche sensibilise au fait que la réalité empirique du champ littéraire influence les écrivains, détermine le choix des postures, impacte sur les narrations octoriales telles qu'elles sont véhiculées dans l'espace public. Voici donc, en gros et très brièvement, pour le cadre général de notre colloque. Il me reste plus qu'à vous souhaiter des discussions et des échanges stimulants